Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Quick Shifter. Vous savez, le jeu des 7 erreurs, c'est quelque chose qu'on connaît depuis qu'on est gosse. Simple et intuitif, si je vous montre une image avec des incohérences, vous allez tout de suite remarquer le problème. Mais il semblerait que chez BMW, ce concept n'ait pas été totalement assimilé. Par exemple, ça, c'est un S-Miller. Ça, ce n'est pas un S-Miller. Et ça non plus. Est-ce que ça, c'est un S-Miller ? Et vous pouvez vraiment croire ce que ce mec vous dit car il pèse lourdement dans le game. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de politique. Aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Ça, c'est la BMW S-Miller. Cette moto, c'est un peu comme si un mec avait créé un fusil d'assaut, avait pris un chargeur de 30 balles et en avait enlevé 10, et s'était dit que c'était bon, on pouvait tout à fait s'en servir. Il s'agit de la petite sœur déshabillée. Oula, ça va pas passer cette image. Il s'agit de la petite cousine décarénée et hop, on esquive la démonétisation. Excusez-moi. Comme je disais donc, il s'agit d'une variante décarénée de la S-Miller R. Une moto qui a bouleversé le monde de l'hypersport, alors dominé par les Japonais en 2009. En fait, BMW voulait inscrire une moto en superbike. Et à aucun moment, ils n'ont déconné. Lorsqu'elle arrive, la moto est bardée de techno totalement exclusive au monde de l'hypersport. Contrôle de traction, mode de conduite, quick shifter. Et paf, ça fait des chocs à pic. En plus, la S-Miller R faisait partie de ces rares motos qui sortaient souvent plus de puissance au banc qu'annoncé par le constructeur. D'ailleurs, personnellement, j'ai adoré la pub qui est sortie en 2010. Et moi, quand je fais ça, j'emmène la table avec. Ouais, tout à fait. Mais du coup, avec une telle débauche de puissance et de technologie, qu'est-ce qui se passe quand on met ça dans un roadster ? Oui, bonjour, oui, excusez-moi, je me permets de vous appeler pour savoir quelles sont mes garanties en cas de tremblement, fièvre et prise d'angle intempestif. Ah, c'est parfait, super, merci. Bon, bah on peut y aller pour l'essai. Salut à tous, on se retrouve du coup pour l'essai dynamique de cette BMW S-Miller, cette petite bombe allemande. On est actuellement en ville, mais on va très rapidement s'extraire de la jungle urbaine pour pouvoir aller voir un petit peu ce que cette machine a dans le ventre. La première partie de notre essai qui va se concentrer sur les sensations d'accélération, le moteur. On se retrouve dans quelques instants directement en dehors de la ville. Et ça y est, on est là sur cette partie essai puissance et moteur de la S-Miller. On est enfin sorti de la ville et on va un petit peu voir ce que ce moteur a dans les bielles. En tout cas, ça promet déjà de belles envolées. Alors ce moteur finalement, bon, c'est un moteur comme un 4 en ligne qui se respecte, c'est-à-dire qu'on a une poussée qui est linéaire, qui est franche, donc c'est vraiment agréable. Par contre, effectivement, ça reste très maîtrisable en dessous de 5-6 000 tours minute, c'est-à-dire que vraiment on va pas se faire peur, on va pas se mettre en zone rouge trop vite, donc ça c'est aussi un bon point pour les gens qui préfèrent avoir une moto un petit peu plus maîtrisable au quotidien, ce qui reste aussi extrêmement important. Mais par contre, effectivement, dès qu'on passe un cap, 5-6 000 tours minute, alors là, la moto, elle révèle vraiment sa filiation avec le monde de l'hypersport. Écoutez-moi ce son. Écoutez-moi cette symphonie. C'est vraiment incroyable. Le son, la mélodie de l'échappement, elle est vraiment superbe, surtout quand vous avez un petit échappement à Krapovic installé dessus. Ça chante. Ça chante, ça chante. Et donc on a un moteur qui effectivement a une sonorité et un comportement qui est très racing, très rageur. Donc ça c'est extrêmement agréable bien sûr parce que ça procure beaucoup de sensations. Mais comme je disais tout à l'heure, ça reste un moteur très maîtrisable et qui va nous mettre en confiance. Alors attention quand même parce que la confiance, elle peut vite donner lieu à des excès. Donc faites attention parce que les vitesses légales sont très rapidement dépassées avec cette moto. Donc ça c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. Mais la poussée est stratosphérique. Ah, ça envoie! C'est ça qu'on aime! Alors on est vraiment face à quelque chose d'assez exceptionnel. BMW ont toujours été des motoristes d'exception et cette S-Miller ne déroge absolument pas à la règle. D'un moteur plein, vivant, qui a du caractère, qui a une âme. Et ça fait vraiment très plaisir. On va plutôt partir à droite. Je ne sais pas où ça nous mènera. Ouais,
bah il a l'air de bien s'amuser en fait, globalement. Comme on disait un petit peu plus tôt, la S1000R est dérivée de la S1000RR. Et pour cause, les deux machines en fait partagent le même châssis, les mêmes suspensions et le même moteur. Ce dernier est dégonflé de 193 à 160 chevaux, ce qui peut paraître énorme, mais en réalité la moto a un couple renforcé à mi-régime, un pic de puissance atteint à 11 000 tours minute et surtout 10 nanomètres de couple en plus. Et ça, le couple, quand on roule en roadster, on aime bien. Ne jamais négliger les bienfaits du couple. Donc finalement, cette Street Fighter a des accélérations plutôt foudroyantes et le tempérament de sa grande sœur qui n'était pas là pour beurrer les biscottes, je vous le rappelle. Mais il y a un truc qui m'embête. Une moto qui ne fait qu'accélérer en ligne droite, ça s'appelle un VMAX. Mais du coup, cette machine, comment elle se comporte en freinant et en tournant? Eh Raoul! Finalement, avec cette S1000R, on se retrouve avec une S1000RR avec un guidon droit et un angle de chasse un poil plus fermé. On le sent, ça reste une moto qui a un châssis, une suspension exceptionnelle. C'est extrêmement bien suspendu. On a un toucher de route qui est très bon. Les pneus aident à ça aussi, mais la suspension de la moto, elle est vraiment très bonne. On sent très bien la route sans pour autant que ce soit trop tape-cul. Donc ça, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment super agréable. Et finalement, eh bien, la moto, elle s'inscrit d'un tenant dans les courbes. Elle en bouge pas. Et finalement, c'est très allemand, quoi. C'est-à-dire que c'est rigoureux, mais ça sait aussi être conciliant quand il le faut. On va faire un petit demi-tour ici pour repartir dans l'autre sens. Donc effectivement, on est sur un châssis très rigoureux, qui s'inscrit très bien en courbe, qui pardonne les erreurs, donc ça c'est aussi très important. Et encore une fois, faites bien attention, parce que vos limites seront dépassées bien avant celles de la moto. Ah, c'est un régal. La prise d'angle, elle est incroyable. On est vraiment super à l'aise. Concernant le freinage, on est sur du Brembo, donc déjà on sait qu'on peut s'attendre à du solide, ça c'est quelque chose d'assez évident. On est sur un freinage qui est très mordant, donc ça pince vraiment très fort, mais surtout faites attention parce que ça pince vraiment très vite aussi. Donc on se retrouve très rapidement avec la roue plantée dans le sol, et ça, si on fait pas gaffe, ça peut très rapidement surprendre. Donc soyez bien attentifs à ça, parce que si vous n'êtes pas habitué à ce genre de freinage, eh bien ça peut être rapidement assez casse-gueule. Une fourche téléhydraulique inversée de 46 mm de diamètre, des disques de frein de 320 mm pincés par des étriers Brembo à 4 pistons, effectivement la S1000R tourne et freine comme peu de machines le font. En fait, BMW ne voulait pas faire une version au rabais de la grande sœur hyper sportive, mais bien une équivalence de celle qui était à l'époque la reine des vibreurs. Des vibreurs de circuit. Mais bien sûr, une BMW ne serait pas une BMW sans la rigueur germanique. Non. Une transmission à cardan? Non plus. Un réservoir à bière? Qu'est-ce que BMW fait mieux que n'importe quel autre constructeur au monde? L'avalanche d'options payantes, bien sûr. Alors, BMW vous a facilité la tâche avec deux packs, le sport et le dynamique. Vous êtes prêts? On y va. Et donc on va commencer par les suspensions DDC. Qu'est-ce que c'est que des suspensions DDC, vous allez me dire? C'est des suspensions. Enfin, c'est un peu plus que des suspensions. En fait, les suspensions DDC sont des suspensions pilotées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déjà les programmer directement au guidon avec un bouton, en mode médium, soft ou hard, selon vos envies, si vous voulez vous amuser un peu ou être un peu plus calme. Et en plus de cela, la moto va d'elle-même ajuster plusieurs centaines de fois par seconde la compression et la détente de la fourche en fonction de votre conduite et de l'état de la route. Si vous accélérez un peu comme un bourrin, elle va se rigidifier. Si vous y allez doucement, bon, devrait passer. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez régler ça pour une ou deux personnes. Non pas que vous allez rouler souvent à deux sur une S1000R, mais c'est bien de le savoir, l'icône est là en tout cas. Ça reste quand même vachement poussé ça comme techno. Vous vous rendez compte qu'on a envoyé un homme sur la Lune avec 6 fois moins de technologie qu'une calculatrice TI-82? C'est Pluton. Pluton ça, on vise Pluton. Directement. On va également trouver dans ces packs d'options le contrôle de traction dynamique DTC. Non, je vous l'interdis. En fait, ce modèle va agir d'une façon un peu plus fine que l'ASC qui est présent de base, en utilisant la centrale inertielle pour notamment pouvoir se déclencher uniquement sur l'angle ou alors lors de très gros freinages, quand vous n'avez pas vu arriver le mur en face, typiquement. On va avoir droit également à un délicieux petit shifter qui permet tout simplement de passer les rapports sans débrayer.
Ma main est coincée! Ma main est coincée! Et on va également retrouver dans ces packs d'options des clignots à LED, des poignées chauffantes, un sabot, un régulateur de vitesse. Stop, 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 on arrête, on arrête. Et également de 2 modes de conduite, Dynamique et Dynamique Pro, qui vont vous permettre de vous énerver un petit peu plus sur la poignée d'accélérateur. Ces 2 modes viennent d'ailleurs compléter le mode Rain, que vous pouvez utiliser par exemple quand vous habitez en région parisienne, et que vous venez de sortir pour votre balade et qu'il fait beau, et que d'un coup, il grêle. Bon bah c'est important. Et puis le mode Road, pour être un petit peu plus civilisé, ou se donner bonne conscience devant votre copain ou votre copine quand vous voulez faire genre que vous roulez responsable. Donc en effet, la BMW S1000R, c'est un monstre mécanique et de technologie. Et on se dit que tout ça, ça marche plutôt vraiment très bien sur des routes sinueuses, voire même éventuellement du circuit. Mais il reste un truc quand même, la ville. Parce que, à moins d'habiter sur un lac salin, la ville, on y passe tous forcément à un moment ou à un autre. Donc comment elle se débrouille cette machine sur l'exercice? Il est revenu de son essai, l'autre, là ou pas? Allez, on se retrouve pour un petit point ville et aspect pratique sur cette superbe S1000R. Alors au niveau de l'ergonomie, déjà il faut savoir qu'on est vraiment sur ce qu'on pourrait attendre d'un Street Fighter ou d'un Super Roadster, c'est-à-dire qu'on a une position qui est relativement droite, avec un guidon droit qui nous permet d'avoir une belle maîtrise du véhicule. On est beaucoup moins avachi, beaucoup moins on va dire appuyé que sur une Hyper Sport, c'est bien le principe d'un Hyper Roadster, mais on est quand même un petit peu plus en appui sur les poignets que sur un Roadster traditionnel, puisque l'idée c'est d'avoir un petit peu plus de maîtrise du véhicule parce qu'on a des performances qui sont bien évidemment beaucoup plus élevées. Au niveau des jambes, c'est pareil, c'est un petit peu plus replié que sur un Roadster traditionnel. Moi, ça me gêne pas spécifiquement, je fais 1m90, donc pour le coup, je pense que c'est quand même assez représentatif des gens qui pourront s'y retrouver à l'aise, et j'ai jamais eu aucun problème à ce niveau-là. Alors peut-être qu'effectivement, sur un gros trajet de 500 bornes, ça se remarquera un peu plus, mais en tout cas pour les usages quotidiens, vraiment aucun souci. Globalement, les commodos tombent bien sous la main, ça reste quand même assez fourni en termes de boutons, donc il faut peut-être un petit temps d'adaptation pour s'y retrouver, mais ça reste quand même tout à fait gérable. Point important à mentionner, on a des clignots, on a des warnings, donc tout ça, ça reste quand même du domaine, pas de l'optionnel quand on est sur un roadster de cette cylindrée là, mais c'est pas vraiment l'objectif principal des constructeurs, donc ça fait quand même du bien de savoir qu'on a ce genre de choses. Et puis, alors il y a un point qui est un petit peu gênant au niveau de l'ergonomie de la moto, c'est pas grand chose mais c'est important de le mentionner, c'est le rayon de braquage. Donc on est vraiment sur un paquebot, donc ça il faut y faire très attention parce que quand vous faites des manœuvres, vous pouvez rapidement venir la mettre en butée et du coup vous retrouvez un petit peu embêté. Mais sinon, en dehors de ça, eh bien, ça reste quand même une machine qu'on emmène en ville sans grand souci, sans trop de problèmes, donc c'est plutôt un très bon point. Au niveau aussi des aspects un petit peu pratiques, même si ça fait plus partie de la route que de la ville, le régulateur de vitesse qui est extrêmement pratique sur cette moto, et c'est un des seuls sur lesquels en fait vous pouvez l'activer en seconde, c'est-à-dire que vraiment si vous êtes en second rapport, vous allez pouvoir activer le régulateur de vitesse et vous laisser porter à 50 km/h. Alors en ville bien évidemment c'est jamais trop utile, mais sachez quand même que ça peut venir à être très pratique parce que effectivement c'est des choses qui sont je me suis complètement planté de chemin là, donc on repart dans l'autre sens. Si vous êtes sur une zone qui est limitée de nuit où c'est très peu fréquenté, eh bien vous pouvez juste mettre votre petit régulateur, là vous voyez je vais l'activer, et à 50 km/h la moto en fait tient en seconde. C'est un des rares à le faire, la plupart le font en troisième. Donc c'est un bon point à mentionner. Concernant la chauffe, la moto chauffe un peu. Il faut pas se leurrer, la moto chauffe un peu, mais pas plus que d'autres super roadsters que j'ai eu, voire même un peu moins. Donc ça reste tout à fait tolérable. Il suffira juste de faire preuve d'un petit peu d'intelligence et de ne pas se balader en métropole en été par 35 degrés avec un cuir plus un pull en dessous. Je pense que vous saurez le faire sans aucun souci. En dehors de ça, il y a aussi un point sur le duo. Cette machine, bien évidemment, ce n'est pas une machine qui est faite pour le duo, donc clairement c'est un appoint qui est un peu plus confortable que sur d'autres roadsters, ça je dois l'avouer, parce que j'ai eu des roadsters un peu énervés où clairement le duo c'était même pas envisageable. On peut en faire un petit peu, mais ce sera pour faire un tour avec un de vos potes, ou alors emmener votre dulciné directement au restaurant le plus proche. Ne faites subir à personne
un trajet Paris-Marseille avec ce truc parce que vraiment vous allez devoir des comptes à pas mal de gens. Finalement, un dernier petit point concernant la consommation de ce véhicule. Chez moi, la conso s'est établie à 6 litres 3, ce qui est hallucinant quand on prend en compte les performances globales de la machine, parce qu'on reste quand même sur un roadster de 1000 cm3 et de 160 chevaux. Et bien écoutez, 6 litres 3, donc c'est vraiment assez exceptionnel. Si vous vous énervez un petit peu dessus et que vous allez en baladant jouer, comptez peut-être 1,5 litre de plus, mais vous ne dépasserez jamais les 8 litres, ce qui est quand même, somme toute, vu le pédigré de ce moteur, eh bien plutôt pas mal du tout. Allez, moi entre temps, je repars pour un petit peu d'amusement. À tout à l'heure. Bon, et ben finalement, on coche un peu toutes les cases là. Bien. On va terminer cet essai par 2 points qui me semblent importants. Le positionnement versus la concurrence et un point sur le prix neuf et en occasion. Quand la BMW S 1000R est sortie, le marché des super roadsters commençait vraiment à exploser. KTM avait frappé un grand coup avec la Super Duke 1290 qui arrachait le bitume à chaque coup d'accélérateur. Et Aprilia avait sa Tuono V4 depuis 2 ans qui était juste sortie d'un circuit en fait. Ni plus ni moins. Mais depuis, ce marché s'est considérablement densifié et enrichi. Aujourd'hui, on a la Yamaha MT-10 qui sort aussi 160 chevaux et qui a un moteur à calage crossplane directement issu du nouveau R1. On va également retrouver la Ducati Street Fighter V4. On est à 208 chevaux, voilà, hein. En fait, Ducati, ils se sont dit, on prend une Panigale, on enlève 4 chevaux pour la forme et on y va, c'est parti. Et la MV Agusta Brutal 1000 RR qui vaut 32 000 €. Ça sert à rien que je vous donne les caractéristiques, faudrait qu'on se cotise à 20 pour l'acheter. Ah oui, et j'oubliais, on va avoir également droit à une petite Speed Triple. Non, parce que Triumph, ils ont décidé d'annoncer une Speed Triple qui sort 180 chevaux, donc on va toutes les essayer, toutes. Aujourd'hui pour moi, la S 1000R se positionne vraiment comme la polyvalence incarnée dans le monde des super roadsters. C'est une machine qui va avoir d'excellentes performances, ça y a zéro doute là-dessus, mais elle va également proposer des options, un confort et une fiabilité comme BMW sait en faire. Méfiez-vous des entretiens, sur ce genre de véhicule ça peut coûter un peu cher, mais globalement c'est une super recommandation. Elle se trouve en neuf aujourd'hui à partir de 14 900 € et j'ai bien dit à partir car avec l'ensemble des options, la machine vaut plus de 18 300 €. Ouais, BMW, bah, comme tout le monde, hein, ils montent les prix de toute façon. Donc, Et puis bon, il y a cette nouvelle tête, je sais pas ce qu'ils ont fait BMW sur ce coup-là, mais on en discutera dans une autre vidéo. Et sinon, concernant l'occasion, ce véhicule commence à se trouver sur les sites d'annonce à environ 8 000 €. Pour avoir un joli modèle, pas trop kilométré, comptez plutôt dans les 10 000. Méfiez-vous des machines qui approchent les 30 000 bornes, car la révision du jeu aux soupapes coûte quand même entre 800 et 1000 €. C'est à prendre en compte quand vous allez faire votre achat. Voilà, ce premier épisode de Quick Shifter est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, j'ai vraiment adoré le tourner et l'écrire. J'espère vraiment que ma passion de la moto transparaît à travers cet essai et que vous aurez l'occasion de revenir pour de nouvelles vidéos. À ce titre d'ailleurs, je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à un youtubeur puisque ça lui permet d'augmenter sa visibilité, de faire grandir la communauté et de toucher du coup plus de monde. Et puis on va prendre quelques secondes pour dire au revoir à ce véhicule puisque bah c'est la mienne en fait. J'ai eu cette moto pendant 1 an, elle a été une compagne fidèle. Il est temps maintenant de lui dire au revoir pour quelque chose de nouveau. Et en ce qui concerne la successeuse, bref, en ce qui concerne celle qui va lui succéder, croyez-moi, vous n'êtes vraiment pas prêt à...